Passion simple, magnifique. Ce qui est admirable avec Annie Ernaux, c'est que je trouve qu'elle est super pour découvrir la littérature, si vous lisez pas forcément énormément, comme moi. Constance Debré, je crois que c'est le livre que j'ai le plus offert. C'est spectaculaire. Édouard Levé, j'ai lu Suicide et Autoportrait, et ça m'a suffi, parce que c'est dur. Book Club. Bienvenue dans cette librairie. Moi j'avais une première question avant qu'on parle des livres que tu as sélectionnés, dont tu voulais nous parler. C'est quoi ton rapport à toi à la littérature? À quel moment tu t'es plongé un peu dedans et à quel point ça t'a bercé au fil des années? J'ai mis du temps à m'y mettre, j'ai mis du temps à lire. En fait, j'ai un problème de concentration, donc il faut être concentré pour attaquer un livre. Et puis surtout, je suis pas très roman. Et puis j'ai découvert Bukowski, qui m'a vraiment fait comprendre qu'on pouvait aimer détester quelqu'un, qu'il pouvait y avoir du cru, quelque chose de l'ordre de la confession dans la littérature. Ça m'a vraiment fait du bien, j'avais l'impression de rencontrer quelqu'un sans avoir à faire l'effort d'aller dans un bar et de boire un verre d'alcool et de parler à quelqu'un que je connais pas. Et c'est là où je me suis dit, tiens, en fait, j'ai envie de découvrir de nouvelles personnes. Et moi, j'ai vu ça comme une manière de sociabiliser la littérature, comme une manière de découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles personnes. Souvenir n'a pas grand-chose, c'est celui-ci. Okay. Que j'ai lu quand j'étais plus jeune. C'est un bouquin qui est assez triste. Certains livres que j'ai sélectionnés, je les ai lus il y a longtemps. J'ai un peu peur de dire de la merde ou de confondre avec un autre livre de Bukowski. Mais en gros, il raconte sa jeunesse, qui est très triste, avec un univers familial qui est très dur, et surtout un gamin qui est très seul, qui tombe dans l'alcool très vite, qui tombe dans les petites bricoles un peu abusives très vite. Et je sais pas, en fait, c'était la première fois que je lisais comme si c'était la chute de quelqu'un, de lire quelqu'un qui raconte sa propre déchéance. C'était hyper impressionnant parce que c'est quelque chose dont on évite de parler, et que quelqu'un l'écrive et l'imprime quelque part. Ça m'a fait tellement froid dans le dos. Je me suis dit, mais normalement, c'est le genre de choses qu'on veut pas dire, qu'on cache, qui sont des secrets de famille, qui sont dans nos angles morts. Et là, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui en faisait une fierté et qui disait, voilà, je suis un peu une merde, mais regardez qui je suis, j'ai fait ce que j'ai pu. Et je sais pas, ça m'a vraiment touché. Je crois que je le lis à 17 ans quand j'arrive à la télévision. Je découvre ce bouquin bien sombre. Et je l'ai lu d'une traite quasiment. Okay. Et ça m'a vraiment chamboulé. Et je suis allé dans des librairies en disant, j'ai aimé ce livre, est-ce que vous avez d'autres livres qui y ressemblent? Ouais, il m'a conseillé L'Attrape-Cœur. C'est un ami aussi à moi, parce qu'on me l'a conseillé, je l'ai pas lu tout de suite. C'est magnifique aussi, c'est un gamin complètement paumé qui est un peu le loser de son internat, qui décide de se barrer quelques jours à New York, c'est ça hein? C'est New York. Et c'est magnifique, c'est une espèce de 3 jours d'errance d'un gamin qui est complètement paumé. Et il y a un truc qui m'a vraiment marqué dedans, et c'est marrant parce que mon pote m'a dit, tu vas être marqué par ce truc. Et j'y croyais pas forcément. Et en fait, c'est à chaque fois, il demande aux gens, mais où vont les canards de Central Park en hiver? Et il demande ça à tout le monde comme si c'était sa question existentielle de toute sa vie. Et je trouve ça trop touchant qu'un gamin qui a tous les problèmes du monde se préoccupe des canards de Central Park. Et c'est magnifique, c'est un mec qui cherche à rencontrer des femmes, à boire de l'alcool un peu pour la première fois, qui déteste tout le monde, qui parle crûment, qui c'est marrant parce qu'il a une manière de parler, moi, qui m'a vraiment marqué, où il dit, je sais pas, il dit j'ai rencontré des nonnes, vous savez les nonnes elles aiment trop tout le temps faire des leçons de morale. Il parle vraiment comme quelqu'un à un dîner pourrait te donner un peu, avec un verre dans le pif, pourrait te donner un avis sur la société, tu vois. Et tu vois, elle m'appelait couille molle. Finalement, je me suis assis dans mon lit et j'ai fumé une autre sèche. Le goût m'a paru horrible. Je sais pas, j'aime bien la manière d'écrire. Et je l'ai pas lu en anglais, et je crois que c'est bien mieux de le lire en anglais, mais je sais pas lire en anglais. Déjà que j'ai un problème de concentration en français, mais alors si je lis en anglais. Mais c'est un très, très, très beau livre, très touchant. Passion simple, magnifique. Je l'ai lu cet été. Je l'avais jamais lu. Ce qui est admirable avec Annie Ernaux, c'est que je trouve qu'elle est super pour découvrir la littérature, si vous lisez pas forcément énormément, comme moi, parce que c'est des petits livres. Et donc il y a toujours ce truc, moi, quand je me lance dans un livre, de me dire, mais si j'aime pas, qu'est-ce que je fais? Et en fait, là, c'est des livres tellement... C'est vraiment des coups de poing, en fait. Ça te donne un coup, et puis tu mets une journée à t'en remettre, et puis tu passes à autre chose. Avec Annie Ernaux, parfois, c'est dur de passer à autre chose, parce qu'il y a des livres qui sont vraiment violents. Mais ça, Passion simple, c'est magnifique. Un livre qui parle d'une passion simple. On passe au suivant. C'est un livre qui est spectaculaire sur une femme qui a rencontré un homme et qui est obnubilée par cette idée de le revoir tout le temps et qui peut plus rien faire de sa vie à part attendre cet homme. Et ce que je trouve spectaculaire dedans, c'est qu'elle décrit pas tant cet homme que ça. Quand j'ai compris le concept du livre, je me suis dit j'ai hâte d'avoir le gros chapitre sur sa description, etc. Et en fait, il n'arrive pas. Ce qui est décrit, c'est la passion, c'est le manque. Moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué dedans. À un moment, elle dit, elle n'a plus de nouvelles de cet homme, elle se réveille en pleine nuit en sursaut et elle dit, je vais faire un test pour le sida.
peut-être que ce sera une des seules choses qui m'a laissé. Et ça m'a tellement marqué parce que je me suis dit, mais à quel point tu peux être accro à quelqu'un pour avoir ce genre de pensée et te dire, si j'ai le sida à cause de cette personne, au moins c'est quelque chose qu'elle m'aurait laissé, qui est une pensée absolument horrible, mais à la fois hyper touchante, parce que c'est une pensée maladroite que quelqu'un peut avoir. Et c'est la force d'Annie Ernaux, c'est que, elle le dit elle-même dans plein de ses bouquins, elle écrit pour se préserver de la folie. Et du coup, je sais pas, de lire ça, j'ai trouvé ça fou, parce que je pense que la passion, c'est quelque chose qui peut te rapprocher de la folie. Quand tu plonges trop fort dans quelqu'un, moi je me préserve de ça. J'ai ma sécurité mentale qui fait que je fais attention, mais je suis quand même amoureux. Donc Annie Ernaux, passion simple, mais du coup t'as lu quoi d'autre? Qu'est-ce qui t'a aussi parlé? Des Ernaux? Ouais. La place, par exemple. Ouais. Ça va, je vais pas faire tomber Annie Ernaux, faut pas faire tomber Annie Ernaux. Prix Nobel d'ailleurs de littérature en 2022. La place, c'est magnifique. Pareil, très petit livre, coup de poing, sur la mort de son père. Dans tous les livres que j'ai lus d'elle, le début est toujours hyper fort, hyper dur. Par exemple, Passion simple, les premières pages, c'est la description d'un porno sur Canal+. Donc les premières pages, c'est le sperme qui dégouline, le sexe en érection, la vulve de la femme complètement mouillée. Et donc c'est hyper dur. J'imagine plein de gens lire ce livre en se disant « Ah, je vais lire un livre sur la passion » et commencer par un truc hyper violent. En ce moment, je lis Les Années. Je sais pas s'il est ici, je pense que oui. Je lis ça, Les Années, qui est un peu plus gros et qui est magnifique, qui est une espèce d'autobiographie collective sur, depuis sa jeunesse, donc la fin de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à notre époque. Et j'ai pas encore terminé, mais c'est spectaculaire parce que moi j'ai pas vécu du tout dans les années 70, mais quand elle parle de l'arrivée du Minitel, je sais pas, quand elle parle de Rocard, j'ai l'impression d'y être et de vivre tout ça. Donc. Et ça commence par une énumération de plein de pensées. Ça commence par toutes les images disparaîtront. La femme accroupie qui urinait en plein jour derrière un baraquement servant un café en bordure des ruines, à Yvetot après la guerre, se reculottait debout, jupe relevée et s'en retournait au café. Et ça commence que par des petits souvenirs comme ça, d'images hyper crues. Et ma théorie sur Annie Ernaux, c'est qu'en fait, elle teste son lecteur. Elle pose au début des éléments hyper forts, hyper poignants, et comme ça, on doit gravir à main nue une espèce de montagne, et après, on arrive dans la plaine. C'est ma théorie. Chacun sa théorie sur Annie Ernaux. Attends, je vais continuer de te parler de la place. Je repose Passion simple. La place. Magnifique livre. Je crois que c'est un des rares livres où j'ai été mouillé des yeux. C'est un livre sur la disparition du père. Très touchant en fait, parce que très froid. Et moi, c'est ce que j'aime le plus. J'ai du mal avec... Moi, il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui est « porte les choses lourdes de manière légère et les choses légères de manière lourde ». Et j'aime cette idée-là de parler de quelque chose de très émotionnel avec une froideur impossible, quasi journalistique. Et là, par exemple, c'est marrant par rapport à ma théorie. Là, ça commence par le moment où elle devient prof. Donc, on s'attend à lire sur le père et en fait, elle raconte les moments où elle est devenue prof, en fait. C'est un livre effroyable, je pense, sur quelque chose que personne ne veut vivre, la disparition d'un parent. J'écris lentement en m'efforçant de relever la trame significative d'une vie dans un ensemble de faits et de choix. J'ai l'impression de perdre au fur et à mesure la figure particulière de mon père. Elle essaie de raconter son père et la vie de son père au moment où il meurt, et encore une fois pour se préserver de la folie, donc il y a vraiment quelque chose d'utile dans l'écriture pour elle, et qui je pense se ressent dans la lecture, qui est utile aussi pour le lecteur ou la lectrice. Je sais pas, moi j'ai eu l'impression de reconnaître mon père, donc ça m'a vraiment fait froid dans le dos. C'est spectaculaire d'avoir une vie qui est décrite aussi méticuleusement, en fait. Je me souviens encore, j'ai l'impression d'avoir connu son père. Je me souviens de comment il était habillé, du petit café dans lequel il travaillait, l'épicerie dans laquelle il avait bossé avant, le fait qu'il était ouvrier, que ça lui cassait le dos et qu'il voulait changer de classe sociale. J'ai l'impression d'avoir rencontré ce monsieur et il est mort. Et elle en a fait un livre fantastique. Prix Nobel de littérature en même temps, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bah tiens, Constance Debré. Putain, il y a tellement de livres, c'est affolant à quel point je suis en retard. Constance Debré, Love Me Tender, moi je crois que c'est le livre que j'ai le plus offert aux gens. Dans le champ de l'autofiction, qui est moi le genre qui me plaît le plus en littérature, c'est spectaculaire. Je te relis juste la 4e de couverture pour pas le confondre avec un autre livre. Je ne vois pas pourquoi l'amour entre une mère et un fils ne serait pas exactement comme les autres amours, pourquoi on ne pourrait pas cesser de s'aimer, pourquoi on ne pourrait pas rompre, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'en foutre une fois pour toutes de l'amour. Elle avait entamé cette... Ouais, c'est dur, hein. Constance Debré, c'est dur. T'as déjà lu ? Non. Vraiment, je te le conseille. Et elle avait fait un livre avant qui s'appelait Playboy, qui en fait, c'est vraiment la suite de Playboy. Et elle a fait un bouquin aussi qui est hyper intéressant qui s'appelle Non, parce qu'évidemment, c'est une Debré.
Donc elle est dans une lignée de tox. Elle-même, elle le dit, c'est marrant, de gens très haut placés, mais très tox. Donc elle raconte un peu son enfance et comment elle a hérité de ce nom-là. Love Me Tender, c'est mon préféré d'elle parce que c'est... En fait, elle l'éclot encore plus que dans Playboy. J'ai l'impression que Playboy, elle raconte, si mes souvenirs sont justes, sa découverte de la sexualité. Elle découvre qu'elle aime les femmes. C'est une grande avocate qui d'un seul coup se rend compte qu'elle aime pas sa vie, elle vomit sa vie. Elle veut passer à autre chose, elle a besoin de respirer en fait. Elle plaque tout. Et Love Me Tender, c'est un peu la suite, c'est le moment où elle perd la garde de son fils, si mes souvenirs sont justes. Et c'est tellement touchant parce que elle a fait un truc moi que j'adore, elle a fait un double chapitrage en fait. Il y a un chapitre sur l'histoire avec son fils, sur le fait qu'elle essaie de s'auto-convaincre qu'elle n'aime plus forcément son fils pour que ce soit plus simple d'accepter la décision qu'il ne sera peut-être plus dans sa vie. Okay. Et c'est affolant d'imaginer une mère en arriver à ce trajet mental de se dire mon fils n'est plus mon fils, j'ai plus besoin de mon fils. Et il y a un deuxième pan de chapitre qui est sur la découverte des femmes toujours et l'exploration des femmes et les histoires amoureuses. Donc elle alterne les deux. Elle alterne les deux et surtout elle a perdu la garde parce qu'elle était vue comme une espèce de personne un peu dans la déchéance, qui a plein de conquêtes, etc. Donc c'est troublant parce qu'elle te raconte à la fois la perte de la garde de son fils et pourquoi, selon elle, c'est une histoire qui doit se terminer. Et en même temps, elle te raconte ce qui fait qu'elle potentiellement perd son fils. C'est hyper troublant et moi, c'est un livre que je l'ai offert et prêté à plein de gens. Et il y a ceux qui ne peuvent pas. Ouais. Et il y a ceux qui adorent et qui d'un seul coup me sont dit j'ai acheté tous ces bouquins. Mais c'est magnifique, j'ai envie de le relire. Édouard Levé. J'ai pas assez lu de ce monsieur. J'ai lu Suicide et Autoportrait et ça m'a suffi parce que c'est dur. Suicide, c'est son dernier livre. C'est un livre qui commence par « Est-ce que vous voyez ce moment où vous allez au tennis avec votre femme et qu'en montant dans la voiture, vous dites que vous avez oublié la raquette à la maison, mais en y retournant, au lieu d'aller dans le salon la chercher, vous descendez à la cave, vous prenez le fusil, vous vous tirez une balle. » C'est ce que j'ai fait. Je n'ai même pas envie d'en parler, il raconte toutes les pensées autour du suicide. Et il s'est suicidé 3 jours après avoir déposé le manuscrit à son éditeur. Donc juste pour vous raconter qui est Édouard Levé. Moi, ce qui m'a le plus troublé, c'est Autoportrait. C'est une compilation de pensées qu'on ne poserait jamais sur le papier, qui sont la définition d'une personne en fait, qui sont toutes les petites pensées, les petites actions, les petits goûts qui définissent une personne. Je peux te lire n'importe où au hasard, ce sera magnifique. Depuis l'âge de 15 ans, je mesure la même taille, mais je ne pèse pas le même poids. J'ai les yeux bleus, les cheveux blonds vénitiens, mes poils de barbe, de torse et de pubis sont roux. En été, mes taches de rousseur prolifèrent, se superposent et donnent l'illusion que je suis bronzé. Tu prends n'importe quel endroit, c'est fou. Pendant un film comique, les rires par anticipation des autres spectateurs m'empêchent de rire. Quand j'attends à ne rien faire, les idées viennent. Quand j'entends God, je pense à la fois à Dieu et à un God Miché. Et en fait, c'est fou. Et d'ailleurs, c'est marrant pour les gens qui écrivent de la fiction, par exemple. Je trouve ça hyper intéressant parce que, en fait, ça te décomplexe sur l'idée de présenter un personnage. Moi, il y a des phrases dedans débiles. J'ai eu un hamster. Il y a des phrases complètement folles. Et en fait, ça te définit tellement une personne, t'as l'impression de le connaître à la fin. Parce qu'il y a des trucs où tu dis, ah, c'est marrant, j'ai mon pote Louis qui est comme ça. Ah, j'ai ma copine qui est comme ça. Et du coup, je sais pas, moi je le conseille souvent aux gens qui écrivent de la fiction parce que je dis, si vous voulez définir un personnage de manière folle, en fait, lisez ça. Et moi, ça m'a donné tellement d'idées, tellement de directions pour habiller des personnages. Ce livre est fou. Après, il est dur à lire parce qu'évidemment, c'est que des pensées. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai picoré tout du long. Tu lis 5 pages et après, tu t'arrêtes et tu continues une semaine après 5 pages. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et c'est une forme d'autofiction, mais folle. Je le repose. Le mec a écrit un livre, quoi. C'est hyper bizarre. Je pensais que ce serait un deuxième spectacle, moi, à la base. Mais juste en relisant, il n'y avait pas de blague. Et puis je crois que c'était pas destiné à ça, en fait. Moi, j'ai écrit ce livre parce que j'avais besoin de dormir. C'est aussi con que ça, mais je fais des grosses insomnies depuis petit parce que j'ai des grosses boules d'émotions qui se bloquent à l'intérieur de moi, qui se logent tout au fond. Et j'ai besoin de les déloger en fait, et il n'y a que l'écriture qui m'aide. Et au fur et à mesure des insomnies, j'ai commencé à avoir des pages un peu partout éparpillées chez moi. Et j'ai commencé à les compiler et je me suis rendu compte que ça ressemblait à un livre. Je suis pas sûr de cette photo de couverture. Caché du soleil. Non mais c'est parce que dedans je décris mon père comme le... Enfin, je parle de mon père comme le soleil, parce que c'est un astre autour duquel on est obligé de graviter, et c'est le cas avec mon père. Il nous réchauffe autant qu'il nous aveugle, donc il y avait quelque chose que je trouvais intéressant, mais... Je sais pas ce que je peux te dire sur ce livre. Moi, je suis encore trop dedans. J'ai terminé de l'écrire il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, aujourd'hui, il est disponible partout en France. Ça n'a aucun sens. Ah, j'adore. J'ai une passion pour les mots des libraires. Attends, il y a un mot. Il faut que je vous le lise.
Elle a écrit... Attends, je vous montre, c'est un petit mot comme ça, sur mon livre. Et il y a écrit « Putain, c'est bizarre, c'est bien, et je m'en contrebalance de sa vie à Panayotis Pasco. Mais c'est bien, j'ai bien aimé. Je m'en veux de m'être foutu de sa gueule avant de l'avoir ouvert et d'être déjà devenue une idiote de libraire élitiste. Non, j'ai bien aimé, j'assume, je m'y attendais pas. C'est sincère donc. » Meilleur mot de libraire. Poésie. J'ai une passion aussi pour les titres des livres de poésie. C'est toujours magnifique. L'odeur des pierres mouillées. Maggie Nelson, Bleuet. Tu l'as lu? Ouais. Incroyable. Et si je commençais en disant que je suis tombée amoureuse d'une couleur? Et si je le racontais comme une confession? Et si je déchiquetais ma serviette en papier pendant que nous discutions? C'est venu petit à petit, par estime, affinité, jusqu'au jour où c'est devenu plus sérieux. Jusqu'au jour où, les yeux rivés sur une tasse vide, le fond taché par un excrément brun et délicat, enroulé sur lui-même, pareil à un hippocampe. Je ne sais comment, ça a pris un tour personnel. Ça, c'est de la pure poésie, mon gars. Mais c'est quelqu'un qui recherche la couleur bleue, plus violette d'ailleurs, qui est absorbé par cette couleur et qui ne veut plus rien faire de sa vie à part comprendre cette couleur. Et c'est quelqu'un qui plonge un peu dans la folie, mais à travers la découverte d'une couleur. C'est hyper beau. Il y a des phrases dedans que tu sais, tu lis une phrase et tu fais « Ah, c'est pour ce soir ». C'est fou. C'est fou. Oh, Paul Auster. J'ai une anecdote sur Paul Auster. J'ai emménagé il n'y a pas longtemps dans le 6e arrondissement. Tout le monde m'a dit « Ah ça y est, t'es écrivain, t'habites dans le 6e, pour qui tu te prends et tout ». Et j'ai dit « Mais arrêtez de croire que tous les écrivains sont dans le 6e, je t'ai raconté ». Je marche dans la rue, je tombe sur Paul Auster. L'Invention de la solitude, je l'ai relu cet été. C'est fantastique. Et c'est sur la disparition du père. C'est sur un père qui meurt, un enfant qui doit se reconnecter à son père, mais qui était un homme invisible. C'était un homme qui n'existait pas vraiment, il avait l'impression que c'était un homme qui n'avait pas de personnalité, qui était une feuille de papier blanche où chacun écrivait ce qu'il voulait dessus. Il se met à découvrir qu'il avait plein de personnalités différentes avec les gens, que c'était un peu un menteur, que c'était quelqu'un qui aimait vivre chez lui reclus. C'était quelqu'un qui collectait les loyers parce qu'il avait un parc immobilier. Et en fait, il était apprécié de tous ses locataires, mais un peu détesté par ses proches, et en même temps dur, et en même temps gentil. Et c'était un homme hyper confusant. Et c'est hyper fort, je trouve, contrairement à Annie Ernaux qui décrit son père de manière très factuelle. Là, c'est très émotionnel. C'est quelqu'un qui est dans une quête de rencontre, en fait, avec son père. C'est pas un recueil comme elle, c'est pas quelque chose de l'ordre du journalisme. Là, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la rencontre, de la sociabilisation, en fait, de la découverte de son père. Et c'est la première fois en fait, qu'il découvre son père en vidant sa maison, après son décès. Et c'est spectaculaire. Je crois que c'est mon préféré, Emmanuel Carrère. Je sais pas ce que ça dit sur moi. Je crois que c'est kiff-kiff entre Annie Ernaux et Emmanuel Carrère, qui sont, je pense, les deux pans de l'autofiction. C'est fantastique, c'est l'histoire de... c'est de l'autofiction, donc c'est l'histoire d'Emmanuel Carrère qui part à Kotelnitch, qui est une toute petite ville en Russie, pour faire un documentaire sur une ville où il ne se passe rien. Et en fait, il se passe énormément de choses dans cette ville. Déjà, il est en galère avec sa compagne de l'époque en France, donc il essaie de gérer ça à distance. Et en même temps, il tombe sur une personne qui est une espèce d'interprète et qui va les guider dans la ville, qui s'appelle Sacha, si mes souvenirs sont justes. Et en fait, il se rend compte qu'il est peut-être plus sombre qu'il le pensait. Et il commence à rentrer dans une espèce de paranoïa sur cette ville qui s'avère juste, mais je ne vais pas vous en raconter plus. Et c'est hyper fort. Il y a aussi un vrai documentaire du coup, qui a été fait, donc si on a aimé ce livre, on va forcément aimer le documentaire qui suit. Et en fait, je crois qu'il l'a écrit après L'Adversaire, qui est un de ses plus gros succès. Il a eu besoin de s'échapper, donc il est parti en Russie pour faire ce documentaire sur une ville où il se passe rien. Et en fait, il s'est passé beaucoup de choses. Il a rencontré entre autres une jeune chanteuse et il lui arrive une tragédie. C'est un livre magnifique, mais c'est un livre dans lequel il se passe pas grand-chose et en même temps il se passe tout. Mais moi, j'ai adoré. Du coup, il a écrit Yoga aussi, qui est un livre magnifique sur la dépression, qui commence juste après les attentats de 2015, qui est assez fou parce que lui, il était en pleine résidence de méditation. Et pas de yoga mais de méditation, etc. Donc tu sais, tu fais des grandes semaines où tu n'as pas le droit de parler, tu fais 8 heures de méditation par jour, etc. Et en fait, à un moment, le chef du truc de méditation vient le voir et lui dit « il faut que vous veniez, il y a un problème ». Et en fait, on lui explique qu'il y a un attentat et qu'il y a un de ses proches qui était dans un attentat, etc. Et donc il rentre à Paris. Et là, il se reprend le monde en pleine gueule alors qu'il était dans un endroit qui est fait pour oublier le monde. Ça le plonge
dans une torpeur qui est folle. Et après, il nous raconte cette espèce de récit de dépression mélancolique dont je suis atteint aussi. Et je sais pas pourquoi ça me fait rigoler, parce que c'est vraiment pas marrant. Et du coup, quand j'ai écrit mon livre, avant de... Moi, je fonctionne un peu comme ça. Quand je fais des trucs, j'ai besoin de parler avec des gens qui l'ont déjà fait pour essayer d'éviter de faire certaines erreurs. Et je lui ai écrit, en fait, j'ai trouvé son mail et je lui ai écrit est-ce qu'on peut se rencontrer entre mélancoliques? Et il a été hyper cool, on s'est rencontrés et on a discuté longuement. Et je lui ai parlé un peu du livre que je voulais écrire et comment l'aborder, parce que quand tu écris de l'autofiction, c'est un peu particulier, parce que tu écris sur ta vie, c'est évidemment romancé, il y a évidemment tout un aspect littéraire qui est impliqué, mais tu t'écris quand même sur ta vie, sur tes proches, sur ce que tu ressens, sur ce que tu penses. Et du coup, je lui ai demandé à quel point ça allait être effrayant, à quel point il y avait des choses à éviter, à faire. Et par exemple, c'est en discutant avec lui que j'ai décidé de faire lire à tous mes proches en amont avant d'envoyer la première épreuve, en leur disant s'il y a quoi que ce soit qui vous dérange, on peut en discuter, etc. Et ça a été hyper cool parce que ça a ouvert un dialogue hyper positif avec tous mes proches, parce qu'en fait, personne m'a dit de rien modifier. Moi qui suis pas fort pour parler avec les tripes, d'un seul coup, ça m'a permis de le faire. Je suis encore plus touché par cet homme parce qu'il a pris du temps pour expliquer à un jeune gamin qui veut écrire un livre un peu comment ça fonctionnait, donc j'ai adoré ce moment. Bah, juste à côté, t'as Fabrice Caro, que moi j'adore. J'ai relu Figurec cet été, qui est un de ses premiers livres, je crois, c'est son premier roman, c'est le gars le plus marrant, je crois, de la littérature en France. Figurec, c'est pas celui-ci, c'est un autre, je sais pas s'ils l'ont. Ouais, il est là. Figurec, c'est assez marrant, c'est un bouquin sur un mec qui va pas très bien, qui est un peu en dépression, et c'est un thème récurrent en littérature, la dépression, et qui va en fait à plein d'enterrements de gens qu'il connaît pas, et qui note un peu les enterrements, et puis qui tombe d'un seul coup sur un mec qui croise à tous les enterrements aussi. Et le mec vient et lui dit on travaille pour le même business, etc. Et en fait pas du tout, et il se rend compte qu'il existe une société qui fait des figurants dans la vraie vie. Je sais pas, vous avez pas lu ce livre ? C'est une société qui propose des figurants dans la vraie vie. C'est-à-dire que si tu as l'anniversaire de ton fils demain, mais qu'en fait il n'a pas assez d'amis, tu peux payer des figurants pour qu'ils viennent. Et c'est une société mondiale qui propose des figurants pour la vie. Il est obligé de s'infiltrer dans ce milieu-là. Et c'est hyper marrant cette idée-là d'être le figurant de la vie de quelqu'un d'autre. C'est très marrant, je l'ai lu cet été, c'est très, très touchant. Faire un film de Sidney Lumet. C'est la Bible un peu pour les gens qui aiment le cinéma, qui ont envie d'en faire. C'est tout con, mais il a écrit un livre sur comment faire un film. C'est littéralement le titre. Et moi je l'ai lu en écoutant du jazz à chaque fois. C'est la première fois que je faisais ça, que j'accompagnais une lecture d'une musique. Et c'est fou parce que ça te replonge dans l'époque un peu d'Hollywood qui découvre un peu les techniques pour produire un film de manière plus directe. Par exemple, il raconte que il a inventé pour 12 hommes en colère le tournage réduit, en fait, d'éviter de tourner chaque scène, en fait chaque axe de la même scène dans la foulée, pour ne pas avoir à tout rééclairer. Et donc d'un seul coup, c'était tourner toutes les scènes dans cet axe-là, et après tous les contre-champs dans l'autre axe. Et comme ça, on gagnait du temps de fou parce qu'on n'avait pas besoin de... Donc il y a plein de techniques comme ça, en fait, qui sont aujourd'hui communes et connues dans le milieu du cinéma, qui ont été inventées par ce gars. Et c'est un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Et c'est un mec qui te partage tout sur le cinéma, tout ce qu'il sait sur le cinéma. Et donc c'est hyper touchant, même si t'as pas envie de faire des films, je pense que si t'aimes le cinéma, ça va te parler. Et je sais pas, ça passe de la caméra au costume, et il t'explique voilà, toutes les erreurs que j'ai faites dans mes premiers films sur les costumes, toutes les erreurs que j'ai faites sur les placements de caméra. Et il donne beaucoup d'exemples avec ses films. Il dit si t'aimes ce plan dans ce film, sache que j'ai galéré à le faire parce que... Je pense que c'est vraiment la Bible pour les gens qui veulent faire du cinéma. Moi j'ai envie de faire du cinéma, donc ça a été ma Bible pendant un moment. Et je pense que je le relirai le jour où on touche du bois. Là, il y en a. Le jour où je ferai un film. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. J'ai envie je vais me ruiner. Ouais, je vais me ruiner en achetant plein de livres aussi. J'en ai vu passer là. Putain, c'est bizarre, c'est bien. Et je m'en contrebalance de sa vie à Panayotis Pasco. Mais c'est bien, j'ai bien aimé.